les détenus politiques devaient être libérés par rapport à l'accord de la Cinco, à l'accord de la Saint-Sylvestre. Maintenant, on les libère. Je ne crois pas que ce soit un actif quelconque. On a besoin d'un gouvernement qui dépense de l'argent pour le bien-être des citoyens. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui, M. Tshisekedi, dans chaque voyage, il dépense plus d'1 million de dollars. 1 million de dollars construit combien de kilomètres de routes? Les Congolais souffrent. Il y a l'insécurité partout. Et cette épidémie d'Ebola qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc, on devait s'occuper de ça. Le pays coupé dans la misère totale. Analyse sur les 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi. Les candidats ont beau s'en défendre, ils ont beau dire que tout ne se joue pas au début du quinquennat, mais sur toute sa durée. Les 100 premiers jours d'un nouveau gouvernement restent un étalon incontournable pour savoir quelle empreinte il laissera. Les 100 premiers jours d'un mandat présidentiel sont scrutés à la loupe. Quel style de leadership affiche le nouveau président? Combien de décrets et ordonnances? A-t-il annulé des lois de son prédécesseur? Lesquelles? Quels sont ses gestes à l'international? La presse et les spécialistes analysent avec fébrilité la performance du président Félix Tshisekedi. La période des 100 jours n'a aucune teneur légale et n'est pas inscrite dans la constitution congolaise. Il s'agit plutôt d'une coutume empruntée ailleurs pour mesurer le succès d'un nouveau chef de l'exécutif. La présidence de Félix Tshisekedi est marquée par un partage obligé du pouvoir avec l'ex-président Kabila, dont la coalition a conservé la main mise sur les deux assemblées, mais aussi une grande influence sur les réseaux financiers et l'armée. Quelle a été dans ce contexte la stratégie de Félix Tshisekedi depuis son arrivée? En visite aux États-Unis en avril, Félix Tshisekedi a promis de déboulonner le système dictatorial de son prédécesseur. Mais dans les faits, la stratégie qu'il mène jusqu'à présent ressemble davantage à celle des petits pas. Il ne s'attaque pas frontalement aux intérêts de l'ex-président pour l'instant, ni politique ni économique, mais préfère avancer progressivement pour tester sa marge de manœuvre. Grands travaux, libération des prisonniers politiques et début d'ouverture de l'espace public. Une manière de ne pas s'engager dans un bras de fer risqué avec l'ex-président, tout en essayant d'occuper le terrain laissé vacant par l'absence de Premier ministre et de gouvernement, estime un diplomate. Fragilisé en interne par la mainmise que Joseph Kabila a conservée sur le Sénat et l'Assemblée entre autres, Félix Tshisekedi a également pris soin depuis son élection de s'assurer une légitimité à l'international, multipliant les déplacements à l'étranger, Angola, Ouganda, Rwanda, États-Unis. Des pays dont il sait qu'ils peuvent être des alliés précieux dans son face-à-face avec le président sortant. Reste à savoir combien de temps cela suffira à calmer l'impatience des Congolais avides de changement, tout comme d'ailleurs l'impatience de ses mêmes alliés à l'étranger, qui en échange de leur soutien attendent de lui qu'il entreprenne des réformes profondes en matière de lutte contre la corruption notamment. 100 jours après son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi n'a toujours pas de Premier ministre ni de gouvernement. La semaine dernière pourtant en déplacement à Kisangani, le chef de l'État avait promis que ce n'était plus qu'une question de jours. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'arrivent-ils pas à se mettre d'accord? Est-ce le signe d'un malaise au sein de l'alliance signée entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila qui ont conclu en février un accord au partage de pouvoir? Officiellement, le discours se veut rassurant. C'est la première fois que les chefs de file de deux coalitions décident de composer ensemble une majorité parlementaire. Il est donc normal que cela prenne un peu de temps, tempéré au bain Minakou sur RFI lundi. Mais officieusement, même dans les coulisses du pouvoir, certains ne cachent plus leur impatience, et reconnaissent que ce blocage témoigne du climat de méfiance et de suspicion qui s'est peu à peu installé entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila. Car au fond, c'est bien la question de l'équilibre des pouvoirs entre les deux coalitions qui se joue. Avec d'un côté un Joseph Kabila soucieux de pouvoir s'appuyer sur un Premier ministre qui veillera sur ses intérêts, et de l'autre un Félix Tshisekedi qui sait qu'il ne peut accepter un Premier ministre qui serait rejeté par ses partisans, mais aussi par ses alliés à l'international. C'est d'ailleurs sous pression des Américains qu'il aurait refusé de nommer Albert Youma, initialement proposé par Joseph Kabila. D'autant que jusqu'à présent Félix Tshisekedi apparaît comme le grand perdant de l'accord conclu avec l'ex-président, qui conserve une large mainmise sur le Sénat, l'Assemblée et l'essentiel des gouvernorats. Le nouveau chef de l'État commence à y avoir urgence, confie un cadre de son parti. Il nous faut avancer, explique-t-il,
sous peine sinon de devoir affronter les frustrations de la population. Parmi ses grandes promesses de campagne, Félix Tshisekedi a promis de rétablir la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et notamment en déplaçant l'état-major de l'armée à Beni, une ville meurtrie par des massacres en série commis par des groupes armés. 100 jours après être arrivé au pouvoir. Mi-avril, en visite à Goma et Beni, Félix Tshisekedi a une nouvelle fois promis d'améliorer la sécurité dans l'Est. Il faut relever les militaires en poste depuis trop longtemps dans le Nord Kivu, a-t-il dit, et poursuivre les officiers ou hommes politiques qui auraient des liens avec les groupes armés. Mais depuis, sur le terrain, aucun renouvellement des troupes n'a été constaté et il n'y a pas non plus eu de début de poursuite. L'entourage du président se justifie en disant ne pas vouloir se précipiter. Il faut du temps pour préparer une stratégie solide. Félix Tshisekedi s'est ainsi démarqué en organisant une importante réunion de sécurité en dehors de la capitale, à Lubumbashi, et en se rendant à 2 reprises dans le Nord Kivu. Mais au-delà des discours, les actes peinent à suivre. Depuis son élection, par exemple, plus un mot sur sa promesse de campagne de déplacer l'état-major de l'armée à Beni pour plus d'efficacité, ni non plus sur la mise en place d'un programme de désarmement et de réinsertion des groupes armés. En a-t-il réellement le pouvoir? C'est toute la question désormais au vu de la difficulté à constituer un gouvernement et avec une Assemblée nationale, un Sénat et un appareil sécuritaire dominé par la coalition fidèle à l'ex-président Joseph Kabila. En cette échéance, plusieurs Congolais, surtout ceux du Sud Kivu, sont restés optimistes. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, la déception semble gagner. Les cas de Bouliga Imani Timothée. Jusque-là, je ne vois rien vraiment. Qu'il puisse réaliser ce qu'il a dit. Jérôme, 34 ans, a encore en tête l'expérience de la période après les élections de 2006, quand on lui parlait de 5 chantiers, et de 2011, quand il s'est agi de la révolution de la modernité, mais rien de palpable. Il s'inquiète. Je crains que les 100 jours de Félix ne deviennent un slogan comme les 5 chantiers de Kabila. Depuis quelque temps, les autorités congolaises s'évertuent à lancer des travaux de réhabilitation des routes dans le cadre de ces 100 jours de Félix Tshisekedi, sous la curiosité et l'espoir d'autres habitants qui y croient, comme Mapendo. Moi, je pense qu'il y a des travaux que les autorités ont déjà lancés officiellement. Et donc, nous sommes confiants. Il y en a d'autres qui croient que le programme des 100 jours de Tshisekedi est un projet à long terme auquel le prochain gouvernement pourra se référer. C'est le cas de Bahati. Tout ce qu'il a dit ne peut pas être réalisé dans 100 jours. Je pense qu'il faut au moins 5 ans. À part la concrétisation de ces promesses, les Congolais attendent aussi la désignation du futur Premier ministre, 4 mois après les élections du 30 décembre dernier. Tous les prisonniers politiques ont été vidés de toutes les prisons. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vécu dans ce pays. Et aussi, tous les cachots de l'ANR, tous ces cachots ont été fermés, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui peut te dire que non, j'ai un frère, j'ai un ami, j'ai mon mari qui est arrêté dans tel ou tel autre bureau de l'ANR, tel qu'on avait connu dans ce pays. Ça, c'est au moins un ouf de soulagement par rapport à tout ce qu'on pouvait considérer dans ces pays comme tracasserie. Sur le plan démocratique, tous nos amis qui étaient avec nous à l'opposition, qui se disent aujourd'hui la Mouka, je crois qu'ils font maintenant leur meeting au grand jour, il n'y a aucun coup de lacrymogène, il n'y a personne qui est inquiété. Nous l'avons vécu ici, nous étions opposants, nous étions jetés en prison tout simplement parce qu'il fallait, quand on prononçait un mot, Kabila est ceci ou Mobutu est ceci, on faisait la prison. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils vont même très loin, jusqu'à demander la démission du président. Il n'y a personne qui est inquiet. Alors du côté des défenseurs des droits de l'homme, on salue des avancées importantes. En particulier, on en a parlé, la libération progressive de centaines de prisonniers politiques et la fermeture des cachots informels. Selon le ministère de la Justice, 574 prisonniers ont été libérés et parmi eux des cas dits emblématiques, l'avocat Firmin Yangambi, l'opposant Jean-Claude Muyombo et même l'opposant Eugène Diomi Nongala. Alors c'est moins que les 700 libérations annoncées, mais ce n'est que le début, assure-t-on au ministère de la Justice. En l'absence d'une liste préétablie de prisonniers à libérer, explique-t-on, il revient aux différents parquets et responsables de prison d'identifier qui rentre ou non dans les critères décidés par la présidence. Quant à la fermeture annoncée des cachots, officiellement c'est fait et selon plusieurs sources, l'Agence nationale de renseignement s'est bel et bien vidée, même si l'AZADO, l'association africaine de défense des droits de l'homme, s'inquiète du sort d'au moins 4 personnes détenues selon elle depuis mars et avril dans les locaux des renseignements militaires de la capitale Kinshasa, ce que dément une source sécuritaire. Certains restent donc prudents.
Oui, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme salue également une ouverture progressive de l'espace public. Plusieurs radios d'opposition fermées sous Kabila ont pu rouvrir. L'opposant Martin Fayulu a pu tenir meeting sans être inquiété. La télévision nationale s'en est même fait l'écho. Et l'horizon s'est éclairci aussi pour Moïse Katumbi qui s'est vu octroyer un passeport et dont les condamnations et autres poursuites tombent les unes après les autres. Mais il reste des ombres au tableau. Aziz Thioye, qui gère le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, déplore par exemple que les activités des mouvements citoyens continuent parfois à être réprimées, même s'il constate que ce n'est plus systématique comme auparavant. Il s'inquiète aussi de certaines restrictions au droit de manifester qui continuent d'être en vigueur, par exemple à Chikapa, dans le Kasaï. Mais c'est surtout dans la lutte contre l'impunité pour les crimes commis sous l'ère du président Kabila que les défenseurs des droits de l'homme restent sur leur faim. Toujours pas d'avancée notable, par exemple, dans l'enquête sur les massacres de Yumbi de décembre, ni de perspective de justice pour les morts tués par les forces de sécurité au cours des marches pacifiques organisées l'an dernier par l'Église catholique. Et oui, un défi d'équilibriste vraiment auquel est confronté Félix Tshisekedi. D'un côté, composer avec l'ex-président Kabila qui conserve d'importants leviers du pouvoir et de l'autre, répondre aux attentes nombreuses d'une population qui est, elle, excédée par la politique de son prédécesseur. Alors, des attentes en matière d'accès à l'emploi, à l'école, à l'eau potable. Près de la moitié de la population congolaise en est encore privée selon l'UNICEF. Accès aussi à l'électricité, encore réservé en 2016 selon la Banque mondiale à 17% de la population. Alors s'il veut gagner ce pari, au risque sinon de perdre le soutien de la population, le président Tshisekedi n'aura d'autre choix que de s'affranchir de son prédécesseur, de reprendre notamment la main sur les circuits économiques du pays encore largement aux mains de Joseph Kabila, de lutter contre la corruption. Il devra aussi, souligne un diplomate, étendre sa base politique et s'acheter des loyautés car sans le soutien du Parlement dominé largement par la coalition de l'ex-président, Félix Tshisekedi risque d'avoir du mal à faire passer les réformes clés nécessaires. À cela s'ajoute l'immense défi sécuritaire. Félix Tshisekedi a fait du retour à la paix une promesse de campagne, mais là aussi, une partie des réseaux sécuritaires et militaires du pays reste aux mains de Joseph Kabila, sans oublier l'épineuse question du désarmement à laquelle il est confronté. Depuis son élection, plusieurs milliers de miliciens se sont rendus, mais pour le moment, il n'existe aucun programme opérationnel qui puisse les prendre en charge, et faute notamment d'un nouveau gouvernement. On va prendre un peu de recul maintenant avec l'aide de la chercheuse Stéphanie Wolters. Elle travaille à l'Institut pour les stratégies sur la sécurité. De quelle marge de manœuvre concrètement dispose le nouveau chef d'État ? En quoi est-ce que la future composition de son gouvernement sera révélatrice des luttes d'influence au sein du pouvoir ? Stéphanie Wolters est notre invitée. Elle répond aux questions de Léa-Lisa Vesterhoff. Stéphanie Wolters, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous des 100 premiers jours au pouvoir de Félix Tshisekedi ? Le bilan que nous pouvons faire jusque-là, c'est que les contraintes politiques autour de lui, dues à la victoire du FCC au niveau des assemblées provinciales, de l'Assemblée nationale et du Sénat, sont très réelles. C'est vraiment un président qui est très contraint par cette réalité politique. C'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que Tshisekedi essaye de poser des grands actes, par exemple la libération de quelques prisonniers politiques, le fait que Moïse Katumbi pourra rentrer bientôt au pays, ce sont des gestes symboliques. On ne sait pas s'il va continuer sur cette voie-là, mais je crois qu'il a compris qu'il fallait quand même montrer à la population que lui, il est un peu différent de ce qui est venu avant. Mais finalement, c'est très difficile de dire que c'est un vrai bilan parce que jusque-là, on n'a même pas un gouvernement ni un premier ministre et c'est surtout sur ça qu'on saura vraiment juger la direction que prendra ce gouvernement. Comment ça ? À quel point ce gouvernement est-il crucial pour pouvoir juger l'action de Félix Tshisekedi ? Ça nous dira plusieurs choses. D'abord, ça nous dira qui au sein de la famille politique de Kabila est encore dans le circuit intérieur proche de Kabila. On saura un peu comment les choses se dessinent au sein de cette élite kabiliste du FCC. On saura aussi si Tshisekedi a pu imposer quand même sa volonté par rapport à quel ministère lui ou bien le cash ont pu avoir. Évidemment, il y a des ministères clés, justice, défense, intérieur, finances, et on sait que les différents partis se battent un peu pour avoir ces postes importants. Donc, on saura à quel point Tshisekedi a pu aussi s'imposer.
En même temps, ça nous dira aussi beaucoup sur la direction que prendra le gouvernement. Si Kabila réussit ou s'il met des gens qu'on connaît depuis longue date, les classiques de son administration, dans des postes clés, on saura qu'il n'y aura pas vraiment du tout un changement et que même Kabila n'est pas prête à montrer qu'il prend la direction du changement lui aussi. Vous dites que Félix Tshisekedi est contraint. Ah oui, absolument. La question qu'on se pose un peu, c'est est-ce que Tshisekedi, en acceptant ce deal politique qui a mis à l'écart le vrai vainqueur, est-ce qu'il a su en ce moment-là que justement l'Assemblée nationale allait avoir une majorité accablante pour la FCC et que ça allait finalement ne pas lui donner beaucoup de marge de manœuvre. Mais c'est très sûr qu'aujourd'hui, on voit les difficultés de ce compromis politique, disons les ambitions de l'élite politique de Kabila et de Kabila lui-même, qui va à l'encontre d'ambitions aussi de Tshisekedi de se montrer indépendant et de montrer que c'est vraiment une nouvelle ère. Félix Tshisekedi a lancé un programme très détaillé pour ces 100 jours. Pourquoi, selon vous? Je crois que Tshisekedi est très conscient du fait que les gens n'ont pas voté pour lui, mais en même temps, les Congolais semblent avoir accepté cette nouvelle réalité. Mais ils vont l'accepter pour combien de temps? Ils l'ont accepté parce qu'ils croient aussi qu'il y a une opportunité, une possibilité de changement par le fait que Kabila est parti. Tshisekedi et les gens autour de lui savent très bien qu'il faut au moins essayer de donner l'image d'une vraie présidence Tshisekedi et de poser des actes pour se démarquer. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué, puisqu'on le voit, 100 jours après, il y a un certain nombre de grands travaux, en effet, de routes qui ont été construites, mais aussi tout un tas de promesses qui n'ont pas été tenues. On a le sentiment qu'il y a un décalage entre les annonces, notamment au sein de ce programme, et la réalité aujourd'hui. Il n'a pas les moyens de sa politique. Politiquement, il ne les a pas. Il n'a pas la main mise sur l'appareil sécuritaire du tout. Il n'a pas encore même la main mise sur les finances de l'État. Il a une équipe qui est jeune, qui est en train de s'habituer à ce travail. Donc, il y a énormément de défis pour réellement commencer à mettre en œuvre surtout les plus grands problèmes de la RDC, c'est-à-dire l'insécurité à l'Est, la corruption, la mauvaise gouvernance, l'état socio-économique et tout cela. Donc, je crois que là, il a peut-être trop promis. La question, c'est de voir si la population met la blâme sur Tshisekedi ou bien sur Kabila. Sur cette question de la rupture ou de la continuité, est-ce qu'on peut avoir un scénario du type angolais? Est-ce que Félix pourrait être le Lourenço de Kabila, par exemple? En Angola, les contraintes autour de Lourenço étaient beaucoup moins que ceux que Tshisekedi a autour de lui. C'est très différent la dynamique. Lourenço a dû se battre avec évidemment la famille dos Santos et ceux qui étaient liés avec lui. Tshisekedi doit se battre avec tout un système qui n'est pas parti, qui a sa force, qui a ses institutions, qui a ses leviers politiques, constitutionnels. C'est très différent. Oui, la vraie question, c'est un vrai changement est-il possible en réalité avec cette configuration? Si Tshisekedi peut faire quelques avancées importantes et s'il a la volonté de prendre des vrais risques, je crois que oui, parce que le FCC ne va pas toujours rester intact. C'est impossible que cette alliance de beaucoup de partis qui existe justement parce que Kabila était au pouvoir, que cette alliance-là restera intacte. S'il commence à avoir des gens du FCC qui viennent vers lui, ça va tout doucement, lentement, peut-être changer l'espace politique en RDC.